Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes d'Info Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission d'entretien à datant rompu. La ligne rouge ce soir. Au menu de cette édition, nous reviendrons sur l'interview accordée au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune par Paul Tassin, coordonnateur national en charge de suivre l'exécution du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, qui parlait alors de 350 écoles à reconstruire, 115 centres de santé, 14 ponts, 400 points d'adduction d'eau potable, 500 km de lignes électriques basse tension, 600 km de routes rurales, 45 marchés, 12 000 maisons, sans compter 25 000 hectares à réhabiliter. Il faut dire que pour implémenter ce plan Marshall de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, le gouvernement et les partenaires au développement doivent mobiliser 90 milliards de francs en CFA selon les révélations qui ont été faites le 15 avril 2020 à Yaoundé par le Premier ministre Joseph John Gouté lors de la cérémonie d'installation du coordonnateur de ce plan Marshall de reconstruction des régions chrysogènes. Mais l'évaluation du coût des travaux divise. Il faut dire que le groupement interpatronal du Cameroun parle de près de 800 milliards de francs CFA mobilisés pour reconstruire ces deux régions du Cameroun. Mais sur le terrain, la mission de sensibilisation et de vulgarisation se poursuit, organisée depuis le 22 juin et ce jusqu'au 6 juillet 2020, en prélude au démarrage des travaux par le comité de pilotage du plan de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, présidé par Balungeli Confiance Ebouene, qui est le directeur du cabinet de la primature. Mais il s'agit d'une actualité qui a tout fait de relancer l'urgence d'un cessez-le-feu préalable qu'exige désormais la communauté internationale. Que pense notre invité ce soir sur la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, deux régions qui ont été déclarées en 2019 économiquement sinistrées. Que pense-t-il également du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun? Il s'agit d'un plan présidentiel, mais également le rôle de la communauté internationale dans la résolution pacifique de cette crise. L'ambassadeur de France au Cameroun, on en parlera dans le cadre de la phase d'échange ce soir. Il s'est érigé contre les propos à lui attribués par quelques activistes et leaders et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Christophe Guilou, puisqu'il s'agit de lui, sur un tweet en date du 27 juin dernier, a d'ailleurs salué le travail de vérification de France 24 au sujet d'une fausse vidéo qui a prêté rapidement le flanc à quelques connivences entre le diplomate de la France, mais également le gouvernement de la République du Cameroun. Il s'agit d'un sujet qu'il faut le dire a également suscité un nouveau débat sur les deepfakes. Il s'agit de vidéos qui suscite aujourd'hui l'objet justement de reprobation, des vidéos et qui peuvent faire l'objet de manipulation ou d'instrumentalisation. Faut-il pénaliser ces deepfakes au Cameroun? On en parle avec notre invité qui est également un leader d'opinion. Paul-Henri Batlering, le diplomate américain, fera également l'objet d'échanges ce soir. Lui, dont le séjour au Cameroun donc arrivera en fin de séjour très exactement le 15 juillet 2020. Mais selon quelques éléments évoqués par la presse cette semaine, le chef de la diplomatie américaine au Cameroun a contribué largement à détériorer les rapports entre Yaoundé et Washington. Notre invité ce soir, qui est diplomate de carrière, nous dira ce qu'il pense de ce diplomate américain. L'avant-projet du Code des personnes, mais également de la famille, prévoit la reconnaissance de la double nationalité au Cameroun, mais il s'agit d'un sujet d'actualité qui suscite également quelques réactions au sein de la classe politique. En réalité, plusieurs leaders politiques réclament publiquement la paternité de cette initiative, autant contenu dans les résolutions de la commission de la diaspora, dans la résolution de la crise et sa contribution au développement qui avait été mise sur pied dans le cadre du Grand Dialogue National. C'était l'année dernière, initiative du président de la République du Cameroun. À ce sujet,
sujet. Rappelons que la diaspora du Cameroun depuis pratiquement 2018 n'a pas forcément bonne presse. Une frange de cette diaspora adepte de l'ocroclassie, entendez régime politique dans lequel la foule a le pouvoir d'imposer sa volonté, multiplie des actions qui ternissent l'image du Cameroun à l'étranger. Dernière actualité en date étant la manifestation des Camerounais à Paris contre, dit-on, le transfert de pouvoir de gré à gré. Que pense notre invité sur ce sujet d'actualité? On en parlera dans le cadre de cette livraison La Ligne Rouge ce soir. Les groupes de pression communautaristes se multiplient dans notre pays, le Cameroun. Le dernier cas en date étant le mouvement de 10 millions de nordistes, des groupes de pression qui suscitent également quelques questionnements. Certains estiment qu'il s'agit finalement des outils de chantage dans une république où sous le régime du renouveau au Cameroun, l'on a adopté le principe de l'équilibre régional. Notre invité ce soir, qui est une figure visible du LARCAM, nous donnera son avis sur le sujet. Dans le registre des sujets d'actualité également, nous reviendrons sur le rejet du projet de loi dépénalisant l'homosexualité par le Sénat gabonais. Il s'agit d'un texte qui reviendra en seconde lecture à l'Assemblée nationale du Gabon demain lundi 29 juin 2020 pour adoption au total rejet au Gabon également comme au Cameroun. L'Assemblée nationale statue en dernier recours en matière législative, un sujet qui suscite tous les critiques au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais en rompant avec l'objectivité de l'opinion, la question de fond demeure. L'homosexualité en Afrique est-elle un mythe ou une réalité? Sa dépénalisation est-elle conforme à la cosmogonie africaine? On en parlera avec notre invité ce soir. En deuxième dorsale, nous évoquerons les premières actions menées sur le terrain par le mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. Nous tenterons de comprendre la stratégie de cette nouvelle chapelle politique, mais nous mettrons également sur le banc des accusés la presse du Cameroun en référence à l'un des ouvrages de l'auteur que nous recevons ce soir. Voilà de manière globale les sujets qui font l'objet et qui feront l'objet de développement dans le cadre de la phase d'échange de votre émission d'entretien à bâton rompu, La Ligne Rouge, ce soir. À tout de suite. Nous rappelons que cette émission La Ligne Rouge ce soir admettra l'interactivité. Vos questions, surtout vos questions et vos préoccupations, seront répercutées à l'invité ce soir, qui n'est autre que le très illustre professeur Jean-Claude Sandatomé, qui est le président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, une formation politique nouvellement légalisée au Cameroun. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de La Ligne Rouge une fois de plus. Je suis toujours là. Je voudrais qu'on commence avec évidemment les questions d'actualité. Vous avez pu vous rendre compte par vous-même, depuis quelques jours, la presse évoque le projet de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, mais l'on parle d'une pression internationale qui souhaite un cessez-le-feu préalable avant le projet gouvernemental ou présidentiel de reconstruction de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. D'abord, quel est le regard que vous jetez sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? J'avoue que c'est une préoccupation extrêmement importante. Mais de prime abord, je crois qu'il y a des paramètres que beaucoup de personnes ignorent ou banalisent. Il y a deux paramètres importants. Il y a un paramètre interne, il y a un paramètre international. Il faut commencer par se poser la question, qu'est-ce qui fait la crise? Quels sont les acteurs de la crise? Quelles sont les ambitions ou les revendications des acteurs de la crise? Ça me paraît fondamental. Ensuite, quels sont les moyens de ces acteurs? Comment ces acteurs opèrent-ils? Et quelles sont les solutions possibles, vues de l'intérieur du Cameroun et vues de l'extérieur? Les solutions vues de l'intérieur sont-elles objectives, sont-elles réalistes? Les solutions vues de l'extérieur sont-elles objectives, sont-elles réalistes? Je vous dis une chose. Je crois en réalité que si nous étions un peu plus humbles et mieux organisés dans le dialogue, cette crise s'arrêterait tout de suite.
Il y a grossièrement un problème de communication, de manipulation et puis de chantage à propos de cette crise. Personnellement, je ne crois pas que nous soyons allés si loin parce qu'il y avait un problème fondamental à résoudre. Il y a certainement un problème de gouvernance que posent nos frères des deux régions, mais ce n'est pas un problème insurmontable. C'est simplement que sur leurs revendications ou sur leur saute d'humeur, n'est-ce pas, sont venus se greffer des actes et des manœuvres venus de l'extérieur. Voilà la réalité. Je ne crois pas, contrairement à ce que certains affirment, que le gouvernement camerounais ne fasse pas tout ce qu'il faut. Nous faisons en réalité tout ce qu'il faut pour que cette crise s'arrête. Il y a de la part du gouvernement camerounais beaucoup de démonstrations de bonne volonté. Mais cette démonstration de bonne volonté n'a pas la réception ou la réceptivité qu'elle devrait avoir de la part de ceux qui, en réalité, tirent les ficelles, tantôt ici, tantôt à l'extérieur. Si nous améliorons la communication, on va résoudre rapidement cette crise. C'est vrai. À la base, il y a des revendications corporatistes, mais on a tendance à dire que c'est une simple histoire de demande des enseignants, demande des juristes. Ce n'est pas vrai, parce que les revendications sont plus anciennes que ça. Elles se fondent sur la remise en cause du référendum de 72. Certains demandent le fédéralisme, certains disent que la décentralisation telle que pensée à Yaoundé ne va pas très loin ou n'est pas conçue de la bonne manière, ainsi de suite. En réalité, il y a un problème de communication et de manipulation. Si nous arrivons à résoudre ces deux problèmes, nous pourrons résoudre les problèmes des deux régions sans grands emballages. Quand vous prenez nos frères des deux régions en privé, beaucoup vous disent qu'au fond, ce n'est pas une contestation, une opposition systématique à l'ensemble camerounais en tant que nation, en tant qu'espace géopolitique délimité et reconnu par les Nations Unies, mais c'est simplement, ils parlent d'arrogance, ils parlent d'autoritarisme, ils parlent de marginalisation et de discrimination. Nous pouvons résoudre ces problèmes sans aller chercher trop loin. Et je reviens sur ce que vous avez dit à l'entame, les pressions de la communauté internationale. Attendez, ça n'a jamais résolu les crises. Les résolutions des crises, en réalité, dépendent des acteurs réels, internes, et non pas des acteurs internationaux. Ça se voit un peu partout à travers le monde. Parce que lorsque vous parlez d'acteurs internationaux, de pression à la communauté internationale, vous braquez les gouvernants en réalité. Parce qu'en le disant, j'ai lu la presse ces derniers jours, certains avaient l'air très contents, fêtaient même, l'ONU met la pression sur le Cameroun, mais quel genre de pression et pourquoi faire? Nous on dit, si on dit, on va reconstruire ces régions-là. Est-ce que ce n'est pas une crainte légitime? Mais attendez, une crainte légitime, je veux vous dire, moi je vous donne une autre réponse. La crainte est légitime, d'accord, mais ne parlez pas de cesser le feu. Quand vous parlez de cesser le feu, vous enclenchez de manière systémique l'existence d'une guerre réelle. Il n'y a pas de guerre réelle dans le Nord. Comment vous qualifiez ce qui se passe exactement dans ces deux régions, professeur Jean-Claude Sarr-Datoré? Il y a une crise, ça c'est clair, c'est réel, mais nous n'avons pas... Parce qu'en fait usage de la force et des armes. Oui, attendez, mais il n'y a pas deux armées qui s'opposent. Attendez, il n'y a pas deux armées qui s'opposent. Il faut parler de, à mon avis, je parlerai même à la limite de retenue et puis de meilleure approche des acteurs. Ça c'est fondamental. N'oubliez pas que... vous ne pouvez pas porter l'armée camerounaise pour planter dans cette région-là. Ce serait autrement une grosse catastrophe, ce serait un génocide. Ce n'est pas le cas. Je regrette. Si on vous dit où est l'armée des Ambazoniens, vous ne pouvez pas donner une armée. Donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas deux armées opposées. Je pense qu'on va trop vite quand on parle de cesser le feu. C'est dire même qu'en réalité, à Bamenda, à Boya, on ne vit plus, ça tire dans tous les sens. Ce n'est pas vrai. Comprenez, d'ailleurs, même sur ce plan, c'est une destruction de l'image du Cameroun. C'est inacceptable comme discours, si vous voulez. Quand on veut tuer les nations, quand on veut les exposer internationalement, c'est le discours que l'on utilise.
on peut dire, on pourrait parler de guerre en Afghanistan. Il y a effectivement 2 armées. Il y a l'armée américaine, il y a le conglomérat de l'OTAN en Afghanistan, il y a une armée des talibans. Nous n'avons pas eu 2 armées opposées au Cameroun. Je pense que le langage ne tient pas la route. Il faut dire qu'il faut redoubler sans doute les efforts pour trouver une solution, pour rapprocher les acteurs de la crise, en impliquant suffisamment, ou en recherchant, en découvrant et en impliquant des soutiens externes. Parce que ces soutiens externes sont extrêmement, je dirais, actifs et même toxiques par certains aspects. N'oubliez pas qu'à l'intérieur également, nous avons un certain nombre de compatriotes qui utilisent la situation dans les 2 régions anglophones comme un moyen de chantage et qui en réalité ne sont pas très pressés de voir que la paix est revenue dans ces régions-là. C'est déplorable. Moi, j'en appelle à tous les Camerounais. Je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté, de sérieux et surtout de responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas attiser la haine de cette manière parce qu'on grossit la haine. On approfondit le fossé. J'ai toujours personnellement, moi qui vous parle, j'ai longtemps soutenu la thèse selon laquelle s'il faut retourner au fédéralisme, si c'est le fond, si c'est en réalité la condition pour que des frustrations cessent, allons-y. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes très avancés parce que le processus enclenché au Palais des Congrès avec le grand dialogue. Vous avez l'impression qu'au sortir de cette grande rencontre-là, les résolutions étaient suffisamment pertinentes? Non, elles n'ont pas été suffisantes, mais c'était un pas. J'aime mieux vous le dire. Il ne faut jamais exclure. Vous savez, les efforts de paix dans ce genre de situation ne se font pas au marché, si vous voulez. D'autant plus, d'ailleurs, que si on vous révèle l'identité de certains acteurs dans cette crise, vous serez surpris. Et même nos partenaires internationaux, pour certains qui crient à tue-tête, beaucoup ne nous aident pas franchement. Et moi, j'ai dit, pour un Camerounais responsable aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention. Parce que je vous parle en tant que spécialiste des questions internationales. On ne parle pas de cesser le feu dans un pays où il n'y a même pas une guerre civile. Alors, quand vous dites cesser le feu, qu'est-ce que vous direz du nord et de l'extrême nord, où on a des prises d'otages, où on a détruit presque autant d'écoles, sinon plus, détruit autant d'infrastructures, sinon 3 fois plus dans les régions du nord et de l'extrême nord, dans les 10 dernières années. Beaucoup plus que dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais simplement, nous sommes dans 2 schémas thématiques et politiques complètement différents. D'une part, c'est une revendication en réalité qui touche à la forme de l'État, et de l'autre côté, ce sont des bandes terroristes mêlées plus ou moins avec un conglomérat international de criminels, de trafiquants de drogue et tout, qui essayent de déstabiliser notre région, l'extrême nord, et tentent d'ailleurs de descendre un peu plus bas. On peut le maîtriser par le jeu de forces internes. D'ailleurs, on a réussi à stabiliser un peu la situation, mais on n'a pas encore résolu la situation sur le plan profond. On n'a pas non plus reconstruit toutes les infrastructures qui ont été détruites. Vous savez, il y a beaucoup de déplacements de population dans l'extrême nord, et même dans le nord en général. Alors, professeur, sur cette question justement, avant de revenir sur le NOZO et apprécier le plan présidentiel de reconstruction, dans les régions, la région de l'extrême nord très précisément, où Boko Haram poursuit ses incursions malgré la présence de nos forces de défense, certains ont qualifié ce qui se passe là-bas de conflit non étatique exporté. Est-ce que c'est un qualificatif qui convient à la situation réelle sur le terrain? Non, c'est mal vécu. Non, je pense que l'explication ne tient pas la route d'un point de vue technique. Selon l'expertise, n'est-ce pas, de l'analyse des conflits. Non. Vous savez, il y a une situation latente de comportement criminogène qui met en exergue des bandes incontrôlées agissant ou actifs dans plus d'un État. Il est même difficile d'établir avec précision leur nationalité
et leur champ d'action. Et ce qu'il faut simplement retenir, c'est que chaque fois que ces bandes-là trouvent un terrain fertile avec une absence d'organisation suffisante sur le plan sécurité et administratif, ces bandes-là ont tendance à s'installer, y compris même à créer ce qu'on appelle des califats. Mais dans le cas d'espèce, ces bandes-là l'ont tenté à un moment donné, ont cru avoir réussi. Ça me permet vraiment de célébrer la mémoire des gens comme le colonel Kouélé, Piwo, le capitaine Piwo, ainsi de suite, le lieutenant Donquin, qui sont des soldats valeureux. Beaucoup d'autres sont tombés là-bas. Mais ce qu'il importe aujourd'hui que les Camerounais sachent comme information, c'est que l'armée camerounaise a réussi à reprendre le contrôle de l'ensemble de tous les territoires, de l'ensemble de toute la région de l'extrême nord. Ces bandes-là aujourd'hui, qui à un moment donné, en étaient pratiquement arrivés à se constituer en petite armée et nous causaient beaucoup de problèmes, ont disparu et c'est devenu de petits groupuscules qui transitent tantôt au Niger, au Tchad, et au Nigeria. Elles ont été défaites en tant que groupe structurellement agissantes. C'est des petits bandits maintenant qui se réclament de Boko Haram, ainsi de suite, vont piller les greniers, vont piller les villages, essayent de commettre des actes de viol, ainsi de suite. Mais de manière claire et nette, ces territoires-là ne sont plus dans une insécurité affirmée et systématisée. Notre armée tient effectivement la région de l'extrême nord. Parce que s'il fallait d'ailleurs poursuivre l'analyse, on poserait la question, pourquoi est-ce que on vit des prises d'otages jusqu'à l'est, dans toute la région du nord, ainsi de suite, le nord, l'extrême nord, l'Adamawa, et j'ai dit bien, et même jusqu'à l'est. Ça montre très bien que nous sommes passés d'une situation où on avait pratiquement une guerre asymétrique avec des bandes organisées très solides à des phénomènes de razzia temporaires organisés par des bandits en fuite. Professeur Sanda Tomé, pour revenir dans les régions du nord-est et du sud-ouest du Cameroun, Paul Tasson, qui est le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire, nommé par le président de la République pour coordonner le plan présidentiel de reconstruction, a indiqué dans ses propos qu'on devrait débuter le lancement du programme par des zones géographiquement moins risquées. Cela vous paraît normal ou acceptable que l'on débute un programme de reconstruction dans les régions où le climat reste délétère? Mais attendez, je ne sais pas. Je vais vous dire, il faut avoir une bonne expérience, une bonne lecture des conflits. Moi, je déteste l'art de la critique systématique parce que c'est très facile. Gouverner, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Je me souviens que l'Angola s'est reconstruit en tant qu'État, point par point, à partir des poches qui étaient sécurisées. Vous comprenez? C'est même d'ailleurs une technique, on utilise exactement les mêmes techniques d'îlotage que les guérillas dans le monde utilisent et qui est devenu aujourd'hui formalisé sur le plan de l'enseignement des guerres asymétriques. On utilise les mêmes techniques pour la reconstruction, pour la revalorisation des terres et pour la remise en service des infrastructures collectives et publiques. Donc on ne peut pas forcément aller commencer dans des zones où on n'est pas sûr aujourd'hui qu'on en a la totale maîtrise. Parce que nous avons affaire, même quand on parle du nord-ouest et du sud-ouest, on a affaire à des crimes lâches. Et que personne ne se mette ça en tête. Tous ceux qui soutiennent cette situation en réalité encouragent des assassinats qui sont affreux. Et à ces assassinats-là, vous avez en face une armée à qui on demande de respecter les droits de l'homme, à qui on demande de respecter certaines normes dans la conduite de la lutte contre les insurgés, qui ne peut pas tirer dans tous les sens. Des bavures comme celle d'un Garbou, c'est vraiment des bavures, contrairement à ce qui a été affirmé. C'est vraiment des bavures. Donc, vous avez des soldats qui sont assassinés même en plein ville à Bamenda, à Kumbo, à Kambé, à Limbe, à Boya, ainsi de suite en plein jour, par des individus qui font dans la nature. Quand vous dites cesser le feu, comment vous vous adressez à ces individus-là?
Ça me paraît fondamental. Ça, ce qu'on appelle communauté internationale aux Nations Unies, là, vraiment, on se trompe. Là, ils se sont plantés. Ça, il faut être responsable. Je vois certains de nos compatriotes célébrer. Pour eux, c'est une victoire, mais c'est une cacophonie. Nous, ici, il faut prêcher la responsabilité et le dialogue. Nos compatriotes qui veulent effectivement sortir de cette situation aujourd'hui doivent parler de retenue, de responsabilité et de sens historique. Parce que le problème de fond, je le répète, si les cellules de la contestation de la forme de l'État, sur la base de ce que on n'est pas content de la manière dont les richesses sont redistribuées dans les 10 régions du pays, qu'on n'est pas content que le pouvoir soit très centralisé, alors mettons-nous en position d'étudier la possibilité de nous réasseoir, peut-être en procédant par étapes, pour parvenir à un moment donné au retour au fédéralisme. Et je dis, dans cette position, dans cette logique, le grand dialogue au Palais des Congrès est une étape importante. Lorsqu'on a parlé de statut spécialisé pour les 2 régions, je ne suis pas d'accord sur le plan technique, mais d'un point de vue politique et programmatique, c'est une étape importante. Vous ne pouvez pas... Vous savez, l'erreur des Africains, c'est qu'ils nous tuent, en réalité. Vous faites une bonne lecture. Nous sommes allés à l'école pour penser que les théories s'appliquent de manière immédiate et de manière automatique dans toutes les situations où des besoins se manifestent et s'expriment. Mais non, écoutez, ça fait combien de temps? 72, ça fait presque 40 ans. 72, ça fait presque 50 ans, n'est-ce pas? Que nous sommes passés. Officiellement, si on pense qu'il y a eu violation des accords de Fumban, ça fait presque 50 ans. Si les revendications aujourd'hui, c'est que nous avons une espèce de rétrospective et une introspection, qu'on s'assoit, qu'on se dise, qu'avons-nous fait pour que certains soient fâchés? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'on restructure, qu'on revoie la forme de gouvernance pour une plus grande justice dans la redistribution, dans la répartition des richesses et des responsabilités, ou simplement pour qu'on fasse éclater l'ensemble camerounais. Vous savez très bien que c'est inacceptable. Pas inacceptable d'un point de vue matériel, géographique et géopolitique. Ça peut se faire quand des populations disent on n'est plus d'accord, on veut être à part. Mais simplement, inacceptable politiquement et diplomatiquement parce qu'on ouvrirait une boîte de Pandore. Conséquence, on doit évoluer vers une recherche de points communs, de dénominateurs, fût-ce très petits, qui puissent satisfaire tout le monde dans la programmation d'un retour à une situation qui convienne à tous les acteurs, à toutes les populations camerounaises. Parce qu'en réalité, je reviens là-dessus, il ne faut jamais poser ce problème en termes de on a une minorité qui, ce sont les anglophones, on a une majorité, ce sont les francophones. Parce que les 2 thématiques en termes linguistiques ne correspondent d'ailleurs à aucune anthropologie réelle de population africaine. Ce sont des importations. Oui. Ok. Ce sont des importations culturelles, mais attachées à la langue, qui ne correspondent pas en réalité, d'un point de vue purement anthropologique, au schéma, au systémique de ces populations qui sont grossièrement bantous. Comprenez? Ça dit que le Boulou, le Bamileke, le Bakweri, le type de Kambé ou de je ne sais pas quoi, de Limbé, ont quelque chose de commun, c'est des bantous. Histoire de francophones, anglophones. D'ailleurs, c'est ce qui permet de dire très souvent que la meilleure approche pour penser à un fédéralisme au Cameroun, ce ne serait pas 2 États, ce ne serait pas anglophone, francophone, jamais. Ça va combien d'États? Le schéma de écoutez, on devrait s'asseoir, on devrait examiner ça. On fonctionne bien aujourd'hui avec 10 régions. Ça peut être 15, ça peut être réduit à 4, ça peut être réduit à 5. Le schéma de Fumban s'est complètement dépassé. Voilà la réalité. C'est pas, ces populations existaient avant que les Français et les Anglais, qui sont des colonisateurs, n'arrivent. On ne va quand même pas dire que les colonisateurs sont venus nous coller des étiquettes ou une identité qui a détruit l'anthropologie fondamentale de base. Non. Je voudrais qu'on dise un mot sur 2 diplomates. D'abord le diplomate français, Christophe Guilou, qui s'est insurgé contre les allégations qui lui ont été attribuées à travers une vidéo visiblement montée de toutes pièces. Mais cela a tout fait de relancer le débat
On parlait de fake news il y a encore quelques temps. Désormais, on parle de deepfake. Vous également, qui êtes acteur politique, avez-vous le sentiment que cette nouvelle forme de manipulation à partir d'une image vidéo peut être préjudiciable pour notre société? D'abord, je suis à la fois amusé et choqué. Notre degré d'irresponsabilité en tant qu'Africains a atteint des sommets impensables. Pourquoi voulez-vous que des adultes agitent les populations avec des thématiques aussi bêtes? Vous savez, avec l'expérience que j'ai, je vous fais une révélation. Un ambassadeur de France qui est parti, un jour m'invite à déjeuner. Au cours du repas, il casse son verre. Pas mégarde, il était tellement fâché. Un remaniement venait d'avoir lieu il y avait juste une semaine. Il dit, il ne comprend pas pourquoi on a gardé tel ministre, vraiment. Tu as dit que lui, il devait partir. Tel autre, il ne comprend pas pourquoi on l'avait gardé, il devait partir. Et puis vraiment, avec tel autre, oui, ça c'est plutôt bien. Alors, dans la tête des Camerounais, les gouvernements se font à Paris. Vous savez ça, non? Et c'est les adultes comme vous et moi qui plantons ça dans leur tête. Pourquoi voulez-vous que l'ambassadeur de France au Cameroun soit devenu un acteur de cinéma qui va monter des scénarios pour expliquer ou pour dire si un chef d'État est vivant ou pas? Est-ce que vraiment, quel intérêt ça a dans le fonctionnement du Cameroun? Dans la tête d'un Camerounais qui réfléchit, qui se lève chaque matin, vous voulez donc définitivement dire aux Camerounais que c'est l'ambassadeur de France ou que c'est M. Macron, Hollande ou Sarkozy, Mitterrand en leur temps qui indique le nombre d'enfants qu'on doit avoir? Quand est-ce qu'on doit envoyer la Nivakine à Tokombéré? Quel nombre de ministres on doit avoir au Cameroun, au Tchad et partout? Objectivement, je crois que je regrette terriblement ce genre de discours. Si on n'a rien à faire ou est-ce rien que à le dire... précaré français n'a pas prêté le flanc à ce type de discours que vous regrettez aujourd'hui? Il y a combien de temps que vous parlez de précaré français? Quand est-ce que nous nous prendrons en charge? Quand cesserez-vous d'aller vous aligner pour prendre des visas? Je vois des Camerounais, quand ils n'ont pas reçu un carton pour aller au 14 juillet, ils font une crise. Ils font la même crise quand ils n'ont pas reçu un carton pour aller au palais de l'Unité pour la soirée du 20 mai. Soyons un peu sérieux. Laissez l'ambassadeur de France tranquille. Il faut que les gens se prennent un peu en charge. Ça me paraît fondamental. Je pense que ce diplomate a été ulcéré. Parce que ce à quoi j'ai assisté, c'est pour ça, c'est une des raisons de la création du MPDR. Nous allons venir là-dessus. Parce que je pense que ça commence à en faire trop. Il faut que des Camerounais africains responsables et valables se lèvent, se prennent en charge, prennent leur pays et leur société en charge. Arrête avec le mensonge et avec ce genre de théâtre. Les Blancs, si vous voulez parler de race, vous respecteront pour autant que vous vous prendrez en charge. Pour le reste, le jeu des influences sur la scène internationale, les interactions des rapports de force sont quelque chose d'immuable. Elles correspondent à des données historiques fondamentales que vous ne changerez pas. Vous n'allez pas refaire le monde, vous n'allez pas refaire l'esclavage, et si vous êtes mécontent, allez coloniser la France. Pourquoi vous ne le ferez pas? Ça fait il y a 400 ans, 500 ans que ça a eu lieu. On se plaint tous les jours, l'ambassadeur de France. Mais créer les conditions pour influencer la politique de la France, la politique avec la France, pour influencer globalement les relations internationales. Mais soyez rassurés, si j'ai les moyens de vous dominer, je ne me priverai pas. L'histoire nous a mis en position de faiblesse. Sortons de ce carcan, faisons le peu que nous pouvons, démontrons que nous pouvons nous prendre en charge dans nos relations, dans notre posture internationale,
D'abord individuellement, ensuite collectivement en tant qu'État, nation et république. N'allez pas demander aux représentants, comme dit Sarkozy à Dakar dans son premier discours, je suis le représentant de la France, j'ai été élu par la France, je représente les intérêts de la France. Vous, jeunesse africaine, nous traiterons avec qui vous nous enverrez ici, en France. C'est à vous qu'appartient l'avenir. L'ambassadeur de France, vous voulez qu'il défende les intérêts de qui? Il est ici, envoyé par le président de la République française, élu par les Français, pour préserver les intérêts de la France dans des relations mutuelles conformément au droit international avec l'État du Cameroun. Son interlocuteur direct, c'est le chef de l'État. On dit un ambassadeur accrédité au Cameroun. Mais attention, les ambassadeurs, comme on le dit, le diplomate, c'est un porteur de diplômes, c'est un porteur de nouvelles, de messages, de documents pour un autre souverain. C'est normal qu'il rencontre le chef de l'État. Dans votre tête, il n'a pas rencontré, il a rencontré. Ce n'est pas un débat. Votre problème, c'est quoi? Il est politique. Vous voulez savoir comment est-ce que le pays va. Vous avez besoin de prendre le pouvoir. Mettez-vous en position de prendre le pouvoir. Allez aux élections. Organisez-vous. Créez les conditions d'un rapport de force qui vous permettent de devenir l'interlocuteur de nos partenaires étrangers. N'importunez pas les diplomates étrangers. Très bien. À ce sujet, justement, vous souhaitez une sorte d'autonomie, que les Africains soient à la fois responsables, mais aussi autonomes. Prenons le cas d'un sujet qui, visiblement, fâche, puisqu'il n'est pas évoqué toujours publiquement, mais il reste d'actualité et certains estiment que sur cette question-là, nos dirigeants ont du mal à prendre des décisions fermes. Le franc CFA. Vous avez le sentiment que sur ce sujet, nos dirigeants nous ont montré une réelle volonté de souveraineté monétaire et économique? Écoutez, monsieur, les relations internationales, ce n'est pas le football. Le ballon passe là-bas, ça passe ici, ça passe là-bas. C'est une guerre des intérêts. Cette guerre des intérêts prend appui sur des paramètres à la fois historiques, factuels, humains, économiques, psychologiques et même philosophiques. Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. Personne n'en discute aujourd'hui. Un État sans une monnaie propre est une potiche. Ça me paraît clair. Ça, aujourd'hui, c'est sans aucun doute. Mais simplement, historiquement, vous avez des constructions politiques et économiques qui ont créé des espaces monétaires tels qu'un certain nombre d'États, en réalité, y adhèrent et utilisent une devise commune. Ça me paraît clair. Tel est le cas. Le franc CFA est la résultante d'accords, certes coloniaux, mais qui intervient et se plante dans un contexte historique précis. À partir de là, il fallait concevoir des évolutions vers une autonomisation qui ferait éclater cette zone-là en conférant aux États-nations beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de liberté dans la gestion de leurs économies, de leur commerce extérieur et surtout de leurs réserves de change. Est-ce que nous avons évolué dans ce sens-là? Je dirais non. Pourquoi n'avons pas nous évolué dans ce sens-là? Vous savez que la Guinée, même que la Mauritanie, même le Mali en sont sortis à un moment donné. Certains en sont sortis et sont revenus. Certains en sont sortis, ne sont pas revenus. Une fois de plus, ça dépend des rapports de force politiques que l'on peut créer sur le plan interne pour acter sur le plan diplomatique et donc international des ruptures qui sont certes nécessaires, mais qui ne peuvent pas se faire avec une telle brutalité et surtout sur la base d'un simple discours d'universitaire ou de politiciens frustrés. Il faut absolument sortir du franc CFA. Il faut revoir ce que le franc CFA est pour notre économie, dans nos économies, comme instrument de conquête, de domination, de perpétuation d'une forme de vol et de détournement, et ce que le franc CFA est
dans le prolongement en réalité d'une recherche de stabilité politique. Quand vous mettez tout sur la balance, la sortie du franc CFA, la rupture du cordon ombilical est réclamée. C'est même exigé aujourd'hui. Beaucoup d'auteurs l'ont théorisé, ont démontré le caractère nocif. Ce n'est pas normal que toutes nos réserves de change soient contrôlées depuis Paris. C'est une catastrophe. Ça pèse négativement sur notre économie. Et ça nous fait penser en réalité qu'on n'a pas quitté la colonisation. Mais simplement, il faut concevoir des mécanismes pour y parvenir. Il faut assainir le contexte politique interne. Il faut à ce moment-là que nous soyons en mesure de créer des synergies de gouvernance. D'abord, individuellement chez les États, ensuite, communément chez les États qui partagent la même monnaie. Ça suppose, une fois de plus, qu'on ait des acteurs et un espace politique réel, où on développe un sentiment patriotique sans embâche, un sentiment patriotique réel qui ne triche pas. Ce n'est pas la cacophonie qu'on fait maintenant, monsieur. Si on doit aller vers une monnaie, ça suppose énormément de sérieux. Et il faut effectivement qu'on y aille. Il faut tout un consensus. C'est un jeu politique complètement différent. Parce que quand je vois les acteurs que nous avons aujourd'hui, je pense que beaucoup sont trop légers. Pour y aller, il faudra des acteurs forts, des acteurs déterminés qui ont une vision. Mais nous sommes obligés, nous sommes contraints d'aller vers la rupture, vers l'abandon du franc CFA. Nous y sommes obligés. Le problème aujourd'hui, c'est que, aussi bien à Paris que dans nos États, tout le monde en est conscient. Mais quelles sont des personnes, des acteurs qui ont la capacité, le discours pour porter ce projet-là? Et pour porter ce projet, ce n'est pas dans le désordre. Il faut un consensus national qui n'aura pas besoin de tribalisme, qui n'aura pas besoin de discours la haine tel qu'on entend aujourd'hui. Parce que si vous mettez en tête, on veut aller au pouvoir parce qu'on veut changer le franc CFA, on veut aller au pouvoir parce qu'on veut éliminer telle tribu, ce n'est plus cela. Vous ne créez pas les conditions pour balancer les rapports de force susceptibles de vous donner une position de conquête sur le plan diplomatique. Professeur Sandatomé, on va dire un mot sur un autre diplomate. Il s'agit justement de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. La presse a dressé un bilan qui, à la limite, une phrase que j'allais dire, de ce diplomate américain dans notre pays, dont évidemment le séjour arrive à terme d'ici le 15 juillet prochain. D'abord, de votre posture de diplomate de carrière, vous avez le sentiment, vous aussi, comme une certaine presse, cette semaine l'a indiqué, que Paul-Henri Battering a contribué à détériorer de manière considérable les rapports entre Yaoundé et Washington. D'abord, je vais vous dire, là, je suis obligé d'être didactique. Un diplomate, c'est quelqu'un qui travaille à parler dans l'oreille d'un souverain pour lui dire « Mon patron qui est là-bas, ton homologue, il me dit de te dire ceci. » Ça, c'est la première chose. Un diplomate, selon la Convention de Vienne, relative aux relations diplomatiques de 61, c'est quelqu'un qui est accrédité. Accrédité veut dire qui a été envoyé d'accord parti dans un pays et qui doit s'informer par tous les moyens, suivez-moi bien, par tous les moyens de la situation de son pays d'accréditation, pour permettre au pays accréditant, son pays d'origine, d'avoir une bonne visibilité sur la manière dont ce pays se porte, dont les choses se font, et la manière, la stratégie la meilleure pour entretenir leurs relations, des bonnes relations, pour améliorer ou pour changer le cours, ou pour lui donner un ton, pour décélérer, pour accélérer, ainsi de suite. Voilà d'un point de vue purement théorique. Sur le plan pratique, il faut distinguer dans la pratique diplomatique les diplomates en fonction de la relation de puissance
qui existent sur la scène internationale. Un diplomate américain n'a pas la même consistance, la même liberté d'action, la même arrogance, la même tranquillité qu'un diplomate tchadien ou qu'un diplomate congolais ou qu'un diplomate sénégalais ou encore qu'un diplomate même néerlandais. C'est le représentant d'une très grande puissance, d'une puissance arrogante et impérialiste, membre permanent du Conseil de sécurité, membre fondateur du système des Nations Unies, qui de surcroît s'arroge le droit de dicter la morale au monde, comme disaient Johnson, Kennedy et Roosevelt. Nous avons la mission sacrée d'enseigner au reste du monde les vertus de la liberté, de la tolérance, de la religion et de la démocratie. Voilà la diplomatie américaine. C'est le seul pays qui annuellement produit, au travers d'un document du département d'État dit « Rapport sur les droits de l'homme dans le monde », s'il vous plaît, sauf aux États-Unis, l'état des droits de l'homme dans le monde. Et comme ça, dit au Cameroun, au Sénégal, voici, il y a ceci qui se passe, on critique ceci, on n'est pas d'accord avec ceci, et ainsi de suite. Dans nos rapports avec les États-Unis, plus précisément, Cameroun, États-Unis, nous sommes passés évidemment par beaucoup de hauts et par beaucoup de bas. Mais dans la pratique, ce qui est essentiel, c'est que nous sommes vécus comme un pôle géopolitique et stratégique important dans une sous-région sensible. L'ambassadeur des États-Unis qui arrive ici est celui qui en réalité a une vue sur l'ensemble de la sous-région. Leur comportement est plus ou moins arrogant dans certains cas, plus ou moins gentil, plus ou moins, je dirais, sauf. Le diplomate dont vous faites état est l'un de ceux qui ont été les moins visibles sur la scène sociopolitique. Il a été beaucoup plus visible dans le genre grosses remarques critiques, rapports incendiaires, et ainsi de suite. Mais simplement, ce qu'il convient de retenir à la décharge de ce diplomate, c'est qu'il est le produit d'un contexte de crise où il a reçu plus de rapports et beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de documents, à mon sens, venant d'horizons, venant de sources qui ont tendu à mettre le gouvernement camerounais en accusation. Je vous l'ai dit tantôt, dans la crise du Nozo, que certains veulent rapidement appeler la guerre, même le discours sur la guerre provient en réalité de la vision des États-Unis. On n'est pas en guerre, nous ne sommes même pas d'ailleurs dans la situation dans laquelle se trouvent les Américains en Afghanistan, ou même encore en Irak en réalité, même en Syrie, où ils font effectivement des guerres tantôt cachées, tantôt ouvertes. Mais simplement les rapports qui sont faits par l'ambassade des États-Unis sont d'une sévérité extrême par rapport à la situation réelle. Et ça, comme je vous le dis, c'est le travail d'un diplomate, c'est un travail encore davantage des diplomates américains à travers le monde. Mais en dehors de ça, ce dont je vous invite à prendre en considération, c'est le caractère permanent et même fluide de la coopération militaire qui existe, que personne ne voit. De la coopération purement civile, les Américains continuent à financer, à entretenir de nombreux projets au Cameroun. Ils ont été essentiels dans la déroute que notre armée a infligée à Boko Haram. Ce sont les premiers drones américains qui nous ont permis en réalité de détruire les bases avancées de Boko Haram, de les détecter et de positionner notre armée. Je pense que sur ce plan, il ne faut pas négliger ça. La coopération entre les États-Unis
et le Cameroun est une coopération excellente. Ça, je peux l'affirmer, chiffres à l'appui, expérience à l'appui, avec des données de terrain. Bon, pour ce qui est de l'appréciation qu'ils font de la manière dont nous conduisons la crise dans le Nozo, moi, je ne suis pas très d'accord avec les États-Unis. Les États-Unis non plus. Ils ont tendance à incriminer le gouvernement camerounais en négligeant les interférences externes qui, elles, sont extrêmement nocives. Je voudrais qu'on dise un mot rapidement sur l'avant-projet de code des personnes et de la famille. C'est le débat à l'heure actuelle au sein de l'hémicycle de Guayaquil à Yaoundé, où siègent les députés de la nation. On y a introduit la question de la double nationalité, qui est un sujet qui divisait, y compris au sein de la diaspora du Cameroun, mais certaines formations politiques ont au fait de réclamer la paternité de cette avancée. D'abord, quelle est votre lecture sur cet avant-projet de loi? D'abord, je vais vous dire une chose. C'est très bien. Formation politique, oui, chacun peut crier. Je crois que c'est de bonne guerre. Jeune diplomate au ministère des Relations extérieures, 87, j'ai travaillé sur ce projet. J'étais membre au titre de représentant du ministère des Relations extérieures, du ministère des Affaires étrangères de l'époque, dans la commission qui siégeait au ministère de la Justice et présidée par feu François-Xavier Ngoubeyou, qui était alors directeur de la législation, sur cette question de la nationalité, sur la révision. C'est pour vous dire que, ouais, 87, le Cameroun travaille sur ce projet depuis très longtemps. Il est dans les cartons depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Personne n'a intérêt à crier victoire. Nous avons le gouvernement camerounais. Écoutez, excusez-moi, quand je parle souvent, je dis nous. Je suis quand même fonctionnaire de l'État camerounais. Ok? J'ai une somme de choses que j'ai faites. Je continue à m'en réclamer, y compris avec ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire. Donc, ça, je vous le révèle. Le gouvernement camerounais travaille sur le projet depuis très longtemps. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas un projet ce n'est pas une question qui a été évacuée. C'était une question de timing. Et vous savez très bien que jusqu'à maintenant, certaines affaires, telles que les affaires Michel Thierry à Tangana, ou encore la jeune avocate, dont je ne vais pas citer le nom, Lydiane Youm. Vous savez très bien que ça a contribué à troubler un peu l'opinion et même le gouvernement. Des individus ne peuvent pas venir s'installer ici, commettre des gaffes, qui sont des nationaux camerounais, commettre des gaffes, y compris des gaffes graves, des actes répréhensibles, universellement considérés comme des crimes, et puis au moment où on les traduit devant les tribunaux et les condamne, ils vous sortent l'autre nationalité. Ça a beaucoup freiné la démarche du gouvernement. Ça demeure inacceptable, si vous voulez. C'est malhonnête. Alors, ce que je veux vous dire, quand même, c'est, je pense que le gouvernement tient là une promesse qui résulte des résolutions du grand dialogue national. Et c'est pour ça que je continue de dire, il faut dialoguer, il faut être patient. La construction d'un pays, la réparation des torts, ce n'est pas une histoire d'un jour. Ce projet va être adopté, mais je vous assure que mon cœur saigne. Il faut voir ce que j'ai écrit aujourd'hui. Je produis tous les 2 jours ce que j'appelle le manifeste du médiateur universel. Je ne comprends pas nos compatriotes ou certains de nos compatriotes. Dès qu'on a annoncé que le projet est en cours de débat et qu'il va être adopté, j'ai lu certaines insanités. Certains individus maintenant ont commencé à réclamer autre chose. Ont maintenant commencé à banaliser la loi qui sera adoptée. Les gens veulent même quoi, finalement? Donc, c'est pour vous dire que il faut être patient. Je pense que même le fédéralisme, rien n'est évacué, monsieur. On peut tout mettre sur la table et c'est une question de patience et de temps. Ça va y aller, nous allons y arriver. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes en passant dans les aéroports, à voir des Camerounais faire tamponner
des visas dans des passeports étrangers, ou se faire retenir parce qu'ils avaient des visas et des passeports étrangers. Ou j'ai souvent été à l'aéroport, j'ai vu des camarades arriver, des amis, dont je savais depuis qu'ils ont une autre nationalité. Ils sont sur le point de passer le contrôle. Dès qu'ils me voient, ils rentrent, ils cachent d'abord, parce qu'on va savoir qu'ils ont un passeport étranger. Ils sont nombreux comme ça. Vraiment, ça va libérer les énergies, ça va permettre que nous franchissons un peu le pas, qu'on quitte un certain blocage. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'on prenne l'exemple ou appui sur cette question pour se dire que nous pouvons faire le reste. Et qu'il suffit d'être un peu patient, responsable, et c'est ça avec les discours extrémistes. Sur ce projet de loi, qui va certainement passer à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a tout fait d'indiquer que le gouvernement, y compris le chef de l'État au premier rang, a fait preuve d'une extrême responsabilité sur ce dossier. Seulement, professeur Jean-Claude Sandatomé, on a une diaspora au Cameroun qu'on a du mal à cerner. Les dernières manifestations au sujet d'un prétendu gré à gré au sommet de l'État ont tout fait de relancer la responsabilité de la diaspora camerounaise. Quelle est la lecture que vous faites des dernières manifestations observées à Paris? C'est quelle manifestation? Ils réclament, disent-ils, la non-introduction d'un présumé ou prétendu projet de loi sur une réforme constitutionnelle en rapport avec l'alternance au sommet de l'État. Qu'est-ce qui interdit ça? La Constitution interdit qu'il y ait des réformes? Depuis qu'on manifeste là-bas, ça a changé quoi ici? Je bois toujours le même café chez moi le matin. Le taxi roule à Yaoundé. Je ne veux pas être méchant, hein, mais je pense qu'il faut cesser avec ce genre de blague-là. C'est de la blague. C'est purement de la blague. OK? S'ils veulent faire passer, si on veut faire passer une loi ici, pour régler ou gérer l'alternance, cette loi passera, si elle a été pensée. À charge, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, de créer ou de convenir un rapport de force interne qui puisse empêcher que l'alternance se passe tel qu'on l'envisage. On ne construit pas les rapports de force qui gèrent le Cameroun ou qui ordonnent la vie politique au Cameroun par des manifestations de rue à Paris, ou à Washington, ou à Genève, ou à Dakar. Je pense qu'il faut cesser avec ce genre de petites blagues-là. Hein? C'est pour le plaisir de la télévision, pour quelques excitations. J'ai vu un individu envoyer dans mon téléphone aujourd'hui, et si l'avenir de l'Afrique se jouait avec les manifestations à Paris. Je pense que les gens rêvent un peu. J'allais lui demander si l'avenir de l'Afrique se joue avec tous ceux qui meurent dans la mer parce qu'ils veulent aller en France. Ça, tout ça, ce sont des histoires. Écoutez, monsieur. Moi, je l'ai dit il y a longtemps depuis. La transition est enclenchée au Cameroun. Ne serait-ce que par le jeu d'un certain vieillissement de la classe politique. La transition est enclenchée. Ensuite, d'un point de vue purement objectif, un certain nombre de lois, de dispositions et de règlements, de pratiques politiques au quotidien, depuis 5 ans, montrent très bien qu'il y a une intention au sommet de préparer le lendemain, de préparer un passage de témoins. OK? Il n'y a pas besoin de grands clairons pour ça. Je pense que si des personnes veulent se situer dans le jeu politique et entrer dans le pape pour l'influencer de manière à obtenir des résultats quelconques, il faut que ces personnes-là prennent toutes leurs dispositions pour le faire. Vous parlez de manifestations à Paris. La maman qui vend les tomates au marché, le Ben Skinner à Douala, ou à Yaoundé, ou à Bafoussam, ou à Ngamdere, à Tchan et tout ça, à Kumbo. Attendez, demain il verra le préfet, il verra le sous-préfet, le commissaire de police qui sont exactement les mêmes. On lui dira que on a voté une loi à l'Assemblée, peut-être qu'on a décidé d'un vice-président, on a décidé d'un référendum et tout. La seule question qui va se poser, c'est et le Cameroun sera comment? Moi, je vais continuer à conduire le Benskin, je vais continuer à vendre ma tomate, je vais continuer à payer quel impôt? Je payerai le taxi à combien? Venons terre à terre. Vous parlez de manifestations à Paris, de machin gré à gré. C'est le marché public. Quand Paul Biya nomme ses ministres, ce n'est pas des gré à gré. Ces ministres ont passé quel concours? Vous étiez là quand on les a consultés pour les nommer ministres. On dit il y a une assemblée qui va voter.
L'Assemblée a été élue. Il y a eu des élections, non? Tout à fait. C'est une Assemblée qui a été élue, n'est-ce pas? Elle vote des lois, ok? Elle débat des lois comme sur la nationalité, c'est ça? Tout Hein? à fait. Tout à fait. Bon, elles vont voter les lois. Si on vote une loi qui renforce ou qui crée un mécanisme constitutionnel vers la transition, Est-ce qu'une telle alternative n'est pas antidémocratique? dans quel sens? Si jamais. C'est-à-dire? Je vous pose la question, c'est-à-dire? Qu'elle fauche Qu'est-ce que vous appelez le jeu démocratique qui voudrait, C'est-à-dire quoi? qui voudrait, par exemple, qu'à la tête de l'État, on ait un véritable élu issu des urnes, par exemple. Oui. Est-ce que... où est votre problème? Vous avez une idée déjà de ce qui va se passer? Confiance Non, à attendez. Moi, je vous dis, attendez. Oui. Il faut souvent aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer? J'ai entendu dire par certains qu'il y aura un vice-président, il y aura un premier ministre. Il y a un premier ministre, non, je crois. Tout à fait. N'est-ce pas? On veut introduire un vice-président ou on veut introduire quoi? La reine d'Angleterre? Où est le problème? C'est une assemblée. Hein? D'accord. L'assemblée votera. On décidera d'une transition au pouvoir, au sommet, d'une manière ou d'une autre. Et après, le pays restera. Les mécanismes constitutionnels vont continuer. On mettra fin aux élections. Il y aura toutes les élections, non? Aux prochaines élections, les forces politiques qui contestent peuvent s'organiser pour changer les choses. Gagner les élections, remettre tout sur la table. Décider même qu'il y a 10 vice-présidents ou même que le fils de la reine d'Angleterre vient être président. Oui ou non? C'est le jeu des forces politiques internes. Ce n'est pas le jeu des immigrés ou de la diaspora. OK? Très bien. J'aimerais qu'on dise un mot sur deux autres sujets avant d'en venir à votre formation politique. D'abord, je parlais des groupes de pression ou des groupes qui défendent des intérêts communautaires. Vous en faites partie. Je parlais du LORCAM. Cette semaine, la presse évoquait un autre mouvement. C'est le mouvement des 10 millions, dit-on, de nordistes qui ont également des revendications à porter. Professeur Tandatome, est-ce que vous, qui êtes au sein du LORCAM, par exemple, vous n'avez pas prêté le flanc à ce type de revendications qui, selon certains, pourraient fragiliser l'unité du Cameroun? C'est des histoires, vous avez peur de ça? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de ça? Quand les gens n'ont plus rien à faire, ils vont agiter les ethnies. Vous ne savez pas ça? Quand les gens sont en déroute, je crois qu'on me parle d'un homme d'affaires qui a tout perdu, qui n'a jamais su rien gérer, qui veut maintenant entrer en politique et qui a créé des choses comme ça. Je pense que non, n'ayez pas peur de tout ça. Les gens peuvent vendre leur village, parler de leur village comme ils veulent, mais les villages ne remplaceront jamais le Cameroun. On ne connaît pas les villages aux Nations Unies. Les villages n'ont pas d'ambassadeur à Washington, ou à Paris, ou à Dakar. On ne connaît pas ça. Ils vont tout faire. Écoutez, monsieur, nous sortons des élections municipales et législatives, oui ou non? Nous sortons d'une élection présidentielle. Il y a une constitution. C'est bien ça? Très bien. Nous attendons les prochaines élections. OK? C'est tout. Le débat est clos. Celui qui veut, il n'a qu'à créer beaucoup de tracts. Même, je ne sais pas, il fallait prendre des taxis, on peint aux couleurs du village, 10 millions, 20 millions, 11 millions. Ça laissera la constitution du Cameroun, le gouvernement, ça va les laisser à 37. Si quelqu'un pense qu'il a des revendications importantes, qu'il aille aux élections. Je l'ai dit, je le répète, monsieur, les villages, c'est fini. On construit le Cameroun. En 91, je vous l'explique, je l'ai dit à plusieurs reprises, le LORCAM comme association avait été créé parce que les gens partout s'interrogeaient. Il y avait des casses et tout, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on faisait. C'était pour orienter les gens, pour dire, écoutez, surtout, n'entrez pas dans le désordre, on veut la paix. Ça le demeure. C'est toutes les réunions de Bamileke que vous avez, c'est le LORCAM. Dans un jour comme un week-end comme le dimanche, là, vous avez plein de réunions de famille, des réunions de village, même des quartiers dans les villages, des sous-quartiers dans les villages, des réunions de cellules familiales. Ça ne change rien. L'État, la nation camerounaise en tant qu'entité républicaine reconnue internationalement demeure avec un chef d'État
qui existe, qui travaille, un gouvernement qui existe, qui gouverne, une assemblée qui légifère, qui est bicamérale, des ambassadeurs qui représentent le pays. Les villages sont les villages, monsieur. C'est dans le Cameroun. Maintenant, le reste, ça, c'est des histoires de blagueurs, n'est-ce pas, qui ont envie d'agiter la presse. Oh, 10 millions, 20 millions, 1 million. Ils ont trouvé seulement 10 millions. Ça fait rire. Qui leur a dit qu'ils sont 10 millions? Ils ont compté comment? Allez-y. Je voudrais qu'on dise un mot rapidement sur un autre sujet avant d'en venir à votre formation politique nouvellement légalisée. Professeur Sanda Tomé, dans la sous-région depuis quelques jours, le sujet revient. Il est d'ailleurs en examen au niveau du Parlement gabonais. C'est la dépénalisation de l'homosexualité. Sur cette question, quel est votre regard? Vous avez parlé de dépénalisation de l'homosexualité. C'est-à-dire quoi? Il faut parler en français que les gens comprennent. C'est-à-dire l'homosexualité, c'est quoi? Un homme qui se met en rapport, qui entretiennent des rapports sexuels. Une femme, par exemple, qui entretiennent des rapports sexuels. Est-ce que vous seriez pour la légalisation d'une telle pratique, que certains considèrent d'ailleurs contre nature, par exemple? Ça vient d'où, ça? Ça commence comment pour arriver ici? Est-ce que dans nos us et coutumes, professeur Sanda Tomé, vous qui êtes un intellectuel aguerri, on n'a pas des cas de figure de ce type de pratique? Ben, attendez, je crois que des gens veulent en faire quelque chose d'universel et inclure ça pratiquement dans ce qu'ils appellent la modernité. Nos traditions ne l'acceptent pas, un point trait. Je pense que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à avaliser ce genre de choses, même pas à les banaliser. Il y a des errements comme ça, si vous voulez, qu'on appelle, par certains, résultent d'ailleurs de défaillances organiques, de tas de frustration, de déséquilibre. Mais je ne veux pas ici utiliser ni l'injure, ni l'extravagance verbale pour qualifier des pratiques qui, pour certaines personnes, les arrangent d'une certaine manière. Mais ce que je dois dire, c'est que globalement et généralement, notre société n'est pas prête à accepter ce genre de choses. Ça ne participe pas, si vous voulez, de l'anthropologie et de l'identité primaire, actuelle de l'Africain. C'est encore très marginal. Je pense que c'est une erreur même d'ailleurs d'évoquer le sujet en termes de légiférer, ainsi de suite. C'est aller un peu vite. Il faut quand même pas céder à la pression ou à des copier-coller de sociétés qui ont atteint un certain stade de déconfiture, voire de déviationnisme. Non. Je pense que pour l'instant, c'est inacceptable chez nous. Il faut être clair là-dessus. Je reconnais qu'il n'est pas exclu que les gens s'adonnent à ce genre de pratiques, mais nos traditions, nos coutumes réelles, notre état mental n'accepte pas. Nous continuons à considérer que ce sont des déviations. D'ailleurs, même dans les sociétés qui ont légiféré positivement sur cette question, on continue de larges secteurs, de larges couches, continuent à penser qu'en réalité, c'est inacceptable, que ce sont des déviations, c'est une forme de maladie, c'est un déséquilibre mental. Je n'insulte pas les gens, mais simplement je dis, nous ne sommes pas prêts dans notre société à avaliser ce genre de pratiques. Professeur Jean-Claude Sanda Tomé, je vous propose que nous prenions la transition pour parler par la suite du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. A tout de suite. Professeur Jean-Claude Sanda Tomé, on parle donc de votre formation politique. On va commencer par le périple que vous avez lancé, que vous avez engagé. C'était dans la région de Littoral. Vous êtes également rendu dans la région du sud au Cameroun, mais dans la région de Littoral, précisément la ville de Douala, vous avez fait la rencontre de Lord Camden. C'est un cas, vous qui épousez les causes, comme vous nous le dites très souvent, qui vous a ému.
Que se passe-t-il concrètement avec cette jeune dame qui serait une ex-employée de la Société anonyme des brasseries du Cameroun? Bon, je me suis assez calmé parce que chaque fois que je parle, je commence à pleurer simplement. C'était une jolie dame. Une jeune fille resplendissante, pleine de vie. Quand vous voyez sa photo, elle a une photo, elle est en train d'être décorée pour ses 10 ans de travail avec le ministre Grégoire Wona. Elle est cadre commercial. Et un jour, on organise un séminaire pour leur montrer les process de fabrication et tout. Elles sont dans une salle. Et du coup, il y a un cri. On dit ah, il y a la rupture d'un tuyau d'ammoniac. L'ammoniac s'est répandu. Les gens commencent à paniquer un peu dans tous les sens. Et puis, on apporte une dizaine de masques. Les plus forts se saisissent des masques et puis se sauvent. Et puis, elle n'a pas de masque. Elle se réveille seulement à l'hôpital. Elle s'est réveillée à l'hôpital. Elle avait perdu connaissance. Et son calvaire commence. La maison, l'hôpital, le travail. Après, elle sent les membres qui s'en vont. Et de temps en temps, elle perd connaissance. Elle est à l'hôpital tout le temps, ainsi de suite. Le médecin finit par conclure que c'est une catastrophe. Pendant tout ce temps, ses patrons ont très peur. Chaque fois qu'elle chute, ses patrons courent pour aller la voir dans quel état, parce qu'ils connaissent la gravité. Vous savez, là, c'est une absence de sécurité au travail. C'est une catastrophe. Jusqu'au jour où le médecin conclut qu'on ne peut plus la prendre en charge. On peut la prendre en charge qu'à l'étranger, là où il y a un plateau technique, où il y aurait un plateau technique suffisant pour gérer ce genre de choses. Et l'entreprise prend peur. Vraiment peur. C'est-à-dire qu'au lieu de... C'est un peu comme si vous trouvez quelqu'un qui a eu un accident, au lieu de vous occuper de l'accidenté, vous le poussez dans un trou. Vous fermez le trou. Voilà le sort de leur Kandem. On la licencie. On la licencie au lieu de la prendre en charge. On la licencie. Au moment où je vous parle, son bailleur, elle a 8 mois d'arrêt de loyer. Même le bailleur menace de la mettre dehors. Moi, c'est sur Internet que je découvre ça. Et comme dit mon épouse, je passe le temps à porter les problèmes pour mettre sur ma tête. Mais je suis né comme ça. Quand je me saisis du dossier, sans l'avoir, j'écris au directeur général des brasseries pour le supplier. Pardon. Revenez à des meilleurs sentiments, faites quelque chose. Mais j'ai appris des choses terribles. À l'inspection du travail, les brasseries se lavent les mains. Elle a saisi le tribunal. Je pense que le juge qui s'en occupe, c'est le juge Bentek, que je connais très bien, je vais le voir. C'est au tribunal de grande instance. Mais pendant ce temps, ce qui est important, on lui envoie des menaces, on lui dit on va vous écraser, on va vous montrer qu'on est puissant et tout, ainsi de suite. Ça, je vous assure que c'est... J'étais à Douala, dernièrement, je l'ai vu. Je me suis effondré. Je ne savais pas que c'était à ce point. Elle est finie, elle est une loque. Et vous savez, elle est à côté d'elle. Ses photos. Une belle femme. Une enfant resplendissante. Mais elle reste courageuse. Et après notre passage, c'est très important, oui, une délégation du ministère du Travail est allée la voir. Ils ont constaté les faits, ils ont dit ce n'est pas possible. Et comme d'habitude, ils ont fait un tour aux brasseries aussi. Et après, depuis, il y a un monsieur, Bilongi, il s'appelle, je donne son nom, monsieur Bilongi, qui était dans la délégation.
qui l'appelle tous les jours pour l'insulter, pour la harceler, la persécuter, dit que vous allez voir, vous n'êtes pas, on va vous porter plainte pour diffamation, les brasseries vont vous poursuivre, ainsi de suite, vous êtes ceci, vous êtes... Depuis ce monsieur appelle, j'ai donc saisi le délégué général sur le national, j'ai introduit une plainte contre le monsieur. Ce type-là, voilà vous parlez d'opposants. Voilà un vrai opposant. C'est des gens qui soulèvent les populations. C'est des gens qui font qu'on dise que notre pays n'est pas bien. Voilà le genre de choses qui font que la diaspora s'est saisie de ce genre de choses pour dire « Ah, au Cameroun, c'est mauvais, on ne va pas au Cameroun. » Ce genre de fonctionnaire, on doit le chasser. La jeune dame est estropiée, je vous dis. Elle perd connaissance tous les jours. Par moments, elle fait tout sur elle. Je n'ose pas vous dire ce que ça veut dire. Elle est perdue. Et le pauvre, le bailleur qui a attendu 8 mois, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. J'ai décidé maintenant, je suis en train de saisir des gens comme des bienfaiteurs, comme, je vais citer leur nom, parce qu'ils vont recevoir la lettre. Hein. J'ai déjà saisi le patron de Congelcam. Je sais que c'est un gros humaniste. Je vais saisir le patron de Express Union. Je vais saisir M. Fete de Djega. Je vais saisir Baba Dampulo. Je vais saisir Nana Bouba. Ouais, les gens qui donnent beaucoup de millions là, quand il y a les contributions. Voilà des cas importants. Je vais vous surprendre pour une autre chose. Parce que les gens disent, oh, politique, politique, tout le monde va aller au pouvoir. Humanitaire. Là, voilà l'hypocrisie. L'affaire Lord Camden, personne, aucun responsable politique l'a appelé. Ils sont dehors, ils veulent aller au pouvoir. Ils veulent remplacer Paul Biya. Tous les gens que vous entendez humanitaires là, droits de l'homme, c'est des voyous. Droits de l'homme, droits de l'homme. C'est pour collecter l'argent des ONG internationales. Personne n'a appelé Lord Camden. Voilà des cas importants. C'est sur Internet. Tous ont reçu, tous ont vu la vidéo, tous ont reçu ces photos. Elle est en train de mourir sur un fauteuil roulant. Aucun d'eux. Alors, si on tire un coup de feu à Bamenda, ah oui, machin, parce que l'ambassadeur des États-Unis va leur donner des enveloppes. Parce qu'une ONG aux États-Unis ou en France, ou Amnesty, International Crazy Group, un tas de conneries comme ça. On va dire que voilà les ONG qui sont actives au Cameroun, ils sont contre le génocide. Les cas sociaux importants, ça ne les préoccupe pas. Et les politiciens là et tout ça. C'est des criminels, monsieur. Il faut s'occuper des cas sociaux. C'est le plus important. Lord Camden, son cas, c'est un cas exemplaire. Allez la voir. Et vous n'allez pas avoir l'appétit pendant plusieurs jours. Je voudrais qu'on parle de votre formation politique. Vous n'aimez d'ailleurs pas cette expression formation politique, mais ça reste une formation politique. Professeur Jean-Claude Sada-Tomé, on a été surpris de la diligence avec laquelle on a traité votre dossier pour légaliser votre formation politique. Certains ont au fait de dire que c'est parce que vous êtes un diplomate de carrière et vous êtes proche de plusieurs pentes du régime. D'autres ont estimé que c'est votre probité qui a valu la légalisation aussi rapide que surprenante de votre formation politique. Certains ont estimé que c'est parce que votre parti politique venait faire front à une formation politique actuelle au Cameroun, pour ne pas la citer. Il s'agit du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment on fait pour légaliser aussi facilement et aussi rapidement une formation politique quand on connaît que la procédure aujourd'hui n'est pas toujours aisée? D'abord, je vais utiliser une boutade que j'utilise souvent. Vous avez observé, moi je pêche beaucoup, hein. J'ai grandi sur les billes de bois au bord du Vouri, à Douala. D'Aïdo plus précisément. J'ai souvent vu les poissons. Nous, on savait quand les gros poissons passaient et quand les petits passaient. Quand les petits poissons passent, il n'y a presque rien. Quand c'est un gros poisson, vous voyez, écoutez, l'eau fait comme ça. Vous avez vu? Oui. Bien, je suis un gros poisson. Je me définis d'ailleurs souvent comme un porte-avions nucléaire. Un porte-avions nucléaire vient, il fend la mer. Les petites pirogues là, ça ne fait rien. L'eau ne bouge même pas. On parle de Sada-Tomé dont le parti aurait été légalisé très vite. Ça nous a pris presque une année, presque 2. On a fait l'Assemblée générale le 14 avril. On a adressé 16 correspondances au MINAT. On a été là-bas tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est un. Et puis de 2, cher ami,
Je pense qu'il faut être un peu sérieux. Vous n'allez quand même pas prendre Sanda Toumé pour le menu fretin. Et vous me dites, je suis proche du pouvoir, je suis proche des pontes du régime. Je suis un ponte du régime. Je suis un fonctionnaire, monsieur. Je suis diplomate de carrière. Vous comprenez? Si vous voulez, je suis diplomate de carrière. Vous voulez que je sois diplomate de qui? Des États-Unis? Qu'il soit fonctionnaire de français? Fonctionnaire sénégalais? Vous voulez quoi? Qu'il soit proche des Indiens? Qu'il soit éloigné des gens de mon pays? Qu'il soit proche des étrangers? Ils veulent Sanda Toumé quoi? C'est avec ça que je suis efficace qu'ils défendent les gens, monsieur. Je connais le système. Je suis membre du système. J'étais formé dans le système. Je suis haut fonctionnaire et diplomate camerounais, monsieur. Monsieur Ndji Atanga, le ministre, le DGSN, le ministre des Affaires étrangères actuel, n'importe lequel des hauts fonctionnaires, je peux lui parler, je peux leur parler. Et au-delà de ça, bien, c'est le postulat. Suis-je pas un citoyen avec des droits et des devoirs? Quelles sont les règles? Que disent les textes? Que j'ai le droit de créer une association avec d'autres personnes, de constituer un parti politique, vrai ou faux? J'ai la possibilité maintenant et la latitude, en tant que citoyen, d'approcher ceux qui font et défendent les décisions pour plaider ma cause, oui ou non? Alors, monsieur, j'ai été souvent plaider ma cause. Ça, c'est le deuxième stade. Le troisième stade, enfin. Il s'agit de quelle cause, monsieur? Nous nous appelons MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, monsieur. Demandez pourquoi on est là. Je vous le dis depuis là. Je suis dans un processus. Ce n'est pas un champignon qu'on a trouvé dans la cour. Ce n'est pas un petit stylo qui est tombé devant le minat ou un bout de papier et qu'on a pris, on a mis dans la presse, monsieur. Sanda Toumé, c'est une histoire longue de travail de terrain, d'un discours qui parvenu à un certain stade aujourd'hui fait le constat qu'il faut faire quelque chose, monsieur. Il fallait que je vienne parce que ce qui se passe là, l'histoire m'aurait condamné si j'étais resté à côté. Vous dites que je suis patron de la CAM, c'est ça? Oui. Et je vous l'ai dit, monsieur, les Bamileke, fondamentalement, nous ne voulons pas de désordre. On n'en veut plus! Jamais, monsieur. Je vous l'ai dit, parce que certains ont cru dire que certains partis étaient des partis de Bamileke. Je vous le dis aujourd'hui de manière officielle, on n'en veut pas, monsieur. On n'est pas dans cette logique. Le discours ethnique, le discours fratricide, non, monsieur. Qu'on recommande les casses des boutiques, qu'on recommande la chasse aux faciès, telle tribu, telle autre, on n'est pas dedans, monsieur. Pas du tout. Et j'ai écouté, monsieur. J'ai fait le tour du Cameroun. Je suis un vrai produit, un vrai enfant du Cameroun. Je connais le nord, je connais le sud, je connais l'ouest, je connais l'est. J'ai fait mes écoles primaires en pays Bassa, monsieur. Je parle le Bassa, je parle le Douala, et même à l'international. Je ne peux pas admettre le genre de fracture dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Où les gens, pour assouvir leurs ambitions politiques, et même certains uniquement pour créer le désordre. Je vous ai parlé tantôt de la question de la nationalité. Certaines personnes qui exigeaient la double nationalité, on voit qu'il faut voter les lois. Dès qu'ils entendent maintenant qu'on va voter les lois, on change de discours. Ah, ça sert même à rien dans un pays antidémocratique. Vous voyez déjà où ils en sont? Demain, ils vont vous sortir autre chose. On a voté maintenant, on va voter la loi sur la double nationalité. Ils iront chercher notre truc pour voter le trouble. Non, monsieur. Sanda Toumé ne pouvait pas attendre. Et moi, parce que je porte ce genre de discours, ne me dites pas qu'on ne va pas m'ouvrir les portes plus vite que les autres, monsieur. Ah, vous me dites, attendez, vous n'avez pas fini. Allez-y. Vous n'avez pas fini. Vous dites, on va faire contrepoids à un parti politique. Monsieur, vous pensez que je suis né le même jour avec tout ce que vous appelez les autres partis politiques là? Ou bien que le MPDR, c'est les mêmes personnes? D'abord, on n'a pas le même discours, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas les mêmes origines. Chacun a son chemin.
chacun a la manière de voir le Cameroun. Nous, on ne voit pas le Cameroun comme le MRC. Je pense qu'il faut que ce soit clair là aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Je ne veux plus qu'on me pose ce genre de questions. Terminé. Le MRC, c'est à part. Le MPDR, c'est à part, monsieur. Votre passage dans la région du Sud Cameroun, professeur Standatomé, j'aimerais qu'on s'y arrête. Vous dites, c'est terminé, vous ne souhaitez pas avoir une certaine connivence ou entre guillemets, une sorte de caricature avec une formation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parlons-en. Vous êtes passé là-bas et la presse a tout fait d'indiquer que après votre discours, stratège que vous êtes, une quarantaine de militants issus de cette formation politique ont décidé de rejoindre les rangs du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. Ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que finalement votre formation politique n'a pas finalement été légalisée aussi rapidement pour faire front à cette formation politique? Mais c'est des histoires, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de raconter là. D'abord, écoutez, vraiment, laissez les histoires du MRC, laissez-les s'occuper de leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes, leurs discours, leur philosophie, leur théorie. Oui. Hein? D'abord, je vais vous révéler autre chose. Vous allez être surpris. Ça fait rire parfois. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, beaucoup de cadres de ce parti ont bataillé pour tout faire pour qu'il n'y ait aucun contact avec Standatomé? Moi, je l'apprends aujourd'hui. Effectivement, personne, aucun responsable m'a jamais téléphoné, ni même approché. Quand je le dis, on ne me croit pas. Parce que dans beaucoup de services de renseignement, on était convaincus que j'étais derrière le MRC, authentique comme je vous dis là. Certains mettaient la main au feu que c'est moi qui ai créé le MRC. Ils étaient convaincus. Mais moi je vous dis, c'est l'inverse. À l'intérieur, des gens bataillaient pour qu'il n'y ait jamais aucun contact avec Standatomé. Ça n'a pas empêché qu'à la veille des élections, on sorte un papier pour leur coller le LACAB. En plus de deux. Je vous dis autre chose. C'est qu'en réalité, nous, on serait allés aux élections. On n'aurait pas boycotté les élections. Parce qu'on a une autre lecture du destin du Cameroun. On a une autre lecture de la politique. On a une autre lecture de la représentation des gens. Moi qui m'occupe des grandes causes chaque jour, un conseil municipal, ça compte, monsieur. Un député, ça compte. Quel que soit le système électoral. Je dis bien quel que soit. Participer aux élections. Ça me paraît fondamental. Et puis, quand vous parlez de faire ombrage, mais je regrette. Il ne faut quand même pas diminuer les gens à ce point. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. C'est des amis, c'est des frères. La plupart, c'est de brillants intellectuels, de brillants cadres, avocats, médecins et tout, qui composent la structure du MRC. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des idiots. C'est des stratèges aussi. Vous parlez de faire ombrage comme s'il s'agissait de gens qui n'ont même pas fait l'école ou bien enfin, qui ne comprennent rien. Non. C'est des gens extrêmement lourds, calibrés. Ils ont un parti solide. Nous, on aspire à être encore plus solide et même mieux. Vous comprenez? Maintenant, pour le reste, ah non. Je pense qu'il faut... il y a de la place au Cameroun pour que tout le monde s'installe, travaille, a un destin, un discours. Rien, en réalité, jusqu'ici, dans ma vision, dans notre discours et tout, on est tous Camerounais. Et puis, si demain on doit travailler ensemble, on travaillera. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que tout le monde ait la même vision. C'est-à-dire que tout le monde se rende compte que nous ne pouvons pas aujourd'hui, implicitement ou explicitement, tenir un discours qui contribue à cultiver la haine. Vous comprenez? C'est le sentiment dans l'opinion, que vous le vouliez ou que vous le voulez ou pas. La manière de procéder à créer une situation telle qu'aujourd'hui, on pense que derrière tout ça, en réalité, se profile pas de très bonnes intentions, si vous voulez. Et je pense qu'il faut faire des déclarations fortes. Moi, je l'ai dit, je le répète. Parce que si avec quelqu'un à incriminer pour dire que cette personne est de connivence avec la diaspora, c'est Standatomé. J'ai été proche de par le discours, par la pratique, je les ai souvent soutenus. J'ai soutenu la double nationalité depuis très longtemps, y compris le fédéralisme. Longtemps. Tout ce que vous appelez partis politiques, ils arrivent aujourd'hui, y compris leurs leaders politiques. Ils n'ont jamais eu les positions que j'ai eues. Mais simplement, monsieur,
Je le dis clairement, il ne faut pas contourner. Ce que fait la diaspora n'est pas dans l'intérêt du Cameroun. S'il y a des partis au Cameroun qui les soutiennent ou qui leur donnent ces idées, ces partis-là doivent les condamner, monsieur. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui restent à l'étranger pour décider que le Cameroun est pourri, le Cameroun est fini, le président est mort, et vous les soutenez. Vous ne dites rien. Et certains se prononcent en votre nom. Non, c'est inacceptable, monsieur. Quand vous faites ça, vous cultivez des fractures terribles. Mais attendez, mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas utiliser ça comme stratégie. Nous, on dit non. Alors, c'est pour vous dire quoi? Ne parlez plus jamais d'ombrage. Quand on parle d'ombrage, c'est faire une injure à quelqu'un comme le professeur Camteau, que je respecte beaucoup, à l'ingénieur hyper qualifié Jean-Francis et Coca et d'autres. Non, on ne peut pas leur faire ombrage. Pas du tout. Et puis enfin, sachez simplement que nous sommes convaincus que la démarche de dialogue et de réconciliation concerne tous les Camerounais. Vraiment, elle concerne tout, y compris, je suis sûr à 100%, même les cadres du MRC. Tous reviendront dans ce chemin-là. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. On n'a qu'un seul pays à construire et à préserver. Personne ne pourra faire autre chose. Je veux dire pour terminer ici. Oui. Ce n'est dans l'intérêt, ce n'est pas dans notre intérêt de voir les autres partis se désarticuler parce qu'ils veulent rejoindre le MPDR. Non. Non, monsieur. Ces idées partisanes, je suis allé très loin. J'ai même dit, si des personnes doivent venir au MPDR parce qu'ils pensent que c'est une histoire de Bamileke, qu'ils restent là où ils sont. Je n'en veux pas. Vraiment, non. Ça, c'est très important. On ne veut pas que les gens quittent leur parti, ainsi de suite. Il faut qu'ils assument, que les gens assument leurs convictions, que les gens tiennent à leurs convictions. S'ils estiment qu'ils se sont trompés et qu'en réalité, ils sont dans l'optique d'un Cameroun réconcilié par le dialogue, par le pardon, alors là, qu'ils viennent au MPDR. Mais pas qu'ils viennent parce qu'ils veulent quitter un parti. Non. Professeur Sandatomé, parlons pour terminer cette phase d'échange avec vous avant de prendre peut-être quelques réactions et les unes des journaux qui paraîtront le lundi 29 juin 2020. Votre leitmotiv au sein du mouvement populaire pour la réconciliation et le dialogue, c'est justement la réconciliation et le dialogue. Vous en faites une cause nationale. Professeur Jean-Claude Sandatomé, pour reprendre vos propos, dans un pays où la problématique c'est le manger ensemble, est-ce qu'un discours comme ça passe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que, vous voyez, c'est vraiment... Pourquoi vous aimez revenir uniquement sur ce qui n'est pas bien? Sur ce qui est populaire, de manière fantaisiste, de manière ostentatoire, de manière négative. J'ai dit à quelqu'un dernièrement qui me disait ah tiens, le discours du MPDR rejoint le discours du RDPC. Vous savez la question qu'il a posée? Le RDPC, c'est des Chinois ou c'est des Camerounais? J'ai dit à la même personne, quand Paul Biya dit quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants, vous ne poserez pas la même question? C'est juste ou c'est faux comme question? Juste. Quand il dit le Cameroun est à construire et non à détruire, c'est juste ou c'est faux? C'est juste. Très bien. Maintenant, dans les autres partis politiques, vous avez des Camerounais qui ont exactement le même discours, qui pensent qu'il faut construire le Cameroun, qui pensent qu'en réalité, notre situation aujourd'hui est telle qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble pour avancer. Et à mon sens, il faut donner un crédit, il faut maximiser, il faut mettre l'accent sur ce qui peut nous unir. C'est ce que je reproche à notre presse. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, on met à la grande une. Vous avez le sentiment que des gens veulent absolument qu'un malheur nous arrive, ils veulent que les gens s'entre-déchirent, on a mis... Non, monsieur, tout ça n'arrivera pas. Pas ici, en tout cas. Vraiment, non. Parce que là, on aurait déjà eu tout ça depuis. Et il faut avoir une lecture importante de l'histoire. Parce que je pense que peut-être on se plaint beaucoup aujourd'hui. Notre bilan en 38 ans a vraiment des problèmes. On peut réfléchir là-dessus. Peut-être qu'on aurait baigné dans le sang si ça avait été quelqu'un d'autre.
je ne dis pas que c'est une problématique absolue, mais je dis souvent, il faut relativiser nos colères et nos critiques et se dire vraiment, ne regardons pas trop le chemin derrière. Regardons où nous sommes aujourd'hui et essayons d'avancer ensemble, en essayant beaucoup plus tolérant et en essayant peut-être d'oublier et de penser les plaies. Voilà la réalité. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si nous entrons sur la politique des égaux, et c'est comme ça ou rien, vraiment on ne va pas avancer. Nous n'allons pas avancer. Et je dis, je le répète, on n'a qu'un seul pays. On n'en a pas deux. On n'a qu'un seul. Même les gens qui vous disent qu'ils ont 3, 4, 5 nationalités là, leur cœur est ici. Tous les mouvements que vous entendez à Paris là, ce n'est pas parce qu'ils détestent le Cameroun, c'est pas parce qu'ils veulent détruire le Cameroun. C'est une forme de chagrin. C'est un amour, une nostalgie mal vécue. C'est tout. Moi, c'est pour ça que moi, je leur en veux même pas trop. Par moments, j'aime plutôt leur parler vraiment en frère, ainsi de suite. Quand je vais me déplacer prochainement, je vais rencontrer tous les secteurs de la diaspora qui sont agités de cette manière-là. On va s'asseoir. D'ailleurs, je le faisais toujours. C'est pour ça que je dis, dans toutes les notes de renseignement ici, s'il y avait quelqu'un à qui on devait coller ce comportement, des accointances avec que c'était Sanda Tomé. Très bien. Parce que tous les autres, là, ils arrivent ailleurs. Je voudrais qu'on prenne rapidement la transition, professeur Jean-Claude Sanda Tomé. On va certainement avoir la une de quelques journaux. C'est après ce léger break. Professeur Sanda Tomé, on va prendre rapidement quelques réactions et vous permettre de réagir. Bonjour monsieur le journaliste, ma question à monsieur Sanda Tomé. Vous proposez quoi pour la résolution de la crise anglophone? C'est Joseph Nkondegui qui vous a adressé ce message. Concrètement, quelle est la proposition que vous faites pour résoudre le conflit ou alors la situation délétère dans cette partie du pays? Je peux répondre tout de suite. Allez-y rapidement. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'on taise les égaux. Et dans cette affaire, il y a beaucoup d'interférences externes. Il faut qu'on arrive à maîtriser les interférences externes. Et nous allons avancer. Quand je vous le dis, c'est avec beaucoup d'intelligence. À l'intérieur même du gouvernement, les gens sont fatigués. C'est-à-dire qu'on cherche absolument à mettre fin à cette situation-là. C'est pour ça que je dis, ne faisons pas de préconditions. Ne commençons pas par dire, c'était une grossière erreur déjà, de s'attaquer aux écoles, de détruire les hôpitaux et tout. Vraiment, c'était une grossière erreur. Ne commençons pas par dire aujourd'hui, non, il faut ceci avant la reconstruction. Non. Vraiment, commençons partout où on peut commencer à reconstruire ces deux régions-là. Ne mettons pas de préconditions. Et moi, je suis convaincu que même à l'intérieur du gouvernement, même dans la tête du chef de l'État, le grand dialogue était un pas. Et que nous pouvons avancer encore plus loin, au-delà des régimes spécialisés. Pourquoi pas retourner au fédéralisme? Mais ça ne peut pas se faire le couteau à la gorge. Ça ne peut pas se faire pendant que des gens aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, tiennent des discours incendiaires, disent simplement qu'il faut tout casser, il faut tout brûler, pendant que des gens introduisent des armes de chasse qui ne peuvent pas aller contre une armée, pendant qu'aussi certaines bavures continuent d'avoir lieu. Donc, nous pouvons maîtriser les bavures. Par contre, ce que nous ne pouvons pas maîtriser, c'est ça. Je reviens là-dessus pour bien expliquer tout à l'heure ce que j'ai dit. Quand on parle de guerre, dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, le gouvernement peut maîtriser les troupes, peut maîtriser les personnes qu'on envoie sur le terrain. Mais nous ne pouvons pas maîtriser ce qu'il y a dans la forêt. Nous ne pouvons pas maîtriser ce qu'on appelle les amazoniens. C'est plusieurs groupuscules diffus qui ne répondent plus à une unité de commandement. C'est un peu comme à Gaza. Chaque fois que vous commencez, plusieurs petits groupuscules se mettent en route et ça devient insaisissable. Par contre, vous avez un gouvernement qui peut maîtriser ses soldats, qui peut même punir, comme on est en train de faire. On mène des enquêtes et tout. C'est pour ça que j'ai dit vraiment beaucoup d'humilité. Vous avez un gouvernement, vous ne l'aimez pas. Vous critiquez la légitimité, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, c'est ce gouvernement qui est comptable. C'est vers lui que nous devons adresser les plaintes. Et les meilleures critiques, c'est contre ce gouvernement. Bonsoir, professeur Sanda Tomé. Je suis ravi de vous savoir enfin engagé
politiquement. Vous m'avez défendu dans un litige contre un ancien employeur. Merci de me communiquer votre contact. C'est Anatole de Yaoundé qui nous a écrit ce message. Autre réaction. Bonjour, juste pour réagir par rapport à l'émission, j'ai été choqué d'apprendre cette histoire de cette jeune fille qui ne mérite pas ce traitement. Il s'agit évidemment de la jeune demoiselle qui a fait l'objet de votre plaidoyer tout à l'heure. Bonsoir le plateau, je suis Mohamed Doubouba. Je pense que les pressions étrangères ne sont pas bonnes pour notre pays, mais il faut que le gouvernement fasse une négociation avec un dialogue ouvert. La guerre est véritablement constatée, dont il faut qu'ils reviennent sur cette histoire de cesser le feu. Le temps de l'orgueil étatique est passé. Ce sont les frères et les sœurs qui meurent chaque jour, que ce soit du côté de l'armée nationale ou des séparatistes. C'est un étudiant qui est président général, dit-il, des étudiants du côté de Marois qui nous a entièrement d'accord avec lui. Qui nous a envoyé ce message. J'en reçois tellement, mais c'est un bon discours. On va rapidement, avec la complicité de la réalisation, prendre deux autres messages. Je pense... alors, j'ai du mal à lire votre message, monsieur, si vous voulez bien le reprendre. Bonsoir, professeur, s'il vous plaît, quelle solution pouvons-nous adopter pour les résolutions au Cameroun, pour des résultats au Cameroun transparents? C'est Ndjongwe Ndjonkab depuis Garoua qui vous écrit ce message. Je crois qu'il fait allusion aux consultations électorales et il évoque la question de la transparence dans les résultats issus des urnes. Je vais vous dire, papa, vraiment, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Ok. En Côte d'Ivoire, les Nations Unies avaient dépensé comme ils n'ont jamais dépensé. Gbagbo avait même au dernier moment demandé qu'on élimine 400 000 noms sur les listes électorales. On a éliminé. Ils ont même critiqué la commission indépendante. On a même changé. Quand on doit avoir des contestations, on doit toujours... elles seront toujours présentes. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, peut-être que certains sont plus jeunes. Vous savez pourquoi j'ai dit tout ça? Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui. C'est l'ancien délégué auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, le maire Emmanuel Nzete, pour me féliciter et pour me dire, petit frère, si tu as compris, moi je te comprends bien, il faut avancer dans ce sens. Il y a eu trop d'erreurs, il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs. Vous savez, je prends les premières élections multipartistes dès 91-92. Est-ce que vous savez que dans ce pays, on ne savait même pas, le gouvernement ne savait même pas organiser une élection multipartiste. Donc, sous Anzé Tchungi qui était Minat, on ne savait même pas par où on pouvait tricher. Le SDF avait tout raflé. Après tout ça, les élections qui ont suivi, nous avons quand même continué à contester. On a demandé la biométrie. C'est arrivé, oui ou non? Vraiment, tout ce qui se fait humainement peut être faussé ou peut être transparent. Ce qui est important, j'insiste là-dessus, c'est que dans tout ce que nous faisons, qu'on ait vraiment un amour pour notre pays. Et moi, je suis convaincu qu'on va avancer. Petit à petit, on va corriger ces erreurs-là, ces égos-là. Vous savez, ça ressemble aux histoires des marchés publics. Je peux vous jurer que je connais des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais volé un franc. Ça existe dans notre pays. Je connais des Camerounais extrêmement purs qui n'acceptent pas les injustices. Ce nombre-là va aller croissant. Et vous allez voir, nous allons avoir des résultats. Ce ne sera jamais parfait. Je vais dire aux jeunes étudiants là, ce ne sera jamais parfait. Mais prions simplement pour que nous soyons de plus en plus conscients que nous ne pouvons pas léguer un pays entièrement faux ou un pays où on conteste chaque jour à nos enfants. De plus en plus, les élections seront transparentes au Cameroun. De plus en plus, nous allons avancer vers une forme de démocratie qui fasse un plus large consensus. Mais quant à une situation entièrement parfaite, ça n'existe nulle part sur la planète. On va prendre rapidement sans transition la une de quelques journaux qui paraîtront le lundi 29 juin 2020 et on va commencer cette revue des unes par la une du journal La Météo Biabo qui paraît ce lundi, journal de Dieudonné 20 qui titre sur la réaction de Sainte-Éloi Bidon
qui parle de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a une tête en or, des mains en argent et des pieds en bronze. Ce monument émanant des médias au Cameroun a réussi à se hisser au sommet, et ce malgré les calomnies et autres pluies de trahison. Il s'agit d'un témoignage fort émouvant à lire en parcourant la page 3 de ce journal, La Météo Hebdo. Le Soir Hebdo parle de droits de l'homme entre le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et le président des États-Unis, Donald Trump. Qui est le voleur? Cette formation en forme interrogative questionne l'application des droits de l'homme au pays de Paul Biya, mais également au pays de Donald Trump. Un sujet à lire dans les colonnes du journal Le Soir Hebdo. Le quotidien, pour sa part, dresse le bilan fort élogieux de Charles Ndongo à la tête de l'Office de radio et télévision du Cameroun. Un sujet qui est également évoqué en une du journal La République Presse, qui précise que Charles Ndongo a été nommé, c'était le 28 juin 2016, à la tête de l'Office des radios et télévisions du Cameroun en 4 années. Le bilan est fort élogieux, comme le constate la une de ce journal, La République Presse. Leader Presse, pour sa part, revient sur des problèmes au sein de l'ambassade du Cameroun à Paris, où la mafia de Christophe Kétianke a été mise à nu. Réalité Plus, pour sa part, constate que l'icône de la presse camerounaise, Charles Ndongo, réussit également en termes de management au sein de l'Office des radios et télévisions du Cameroun. Le Pélican parle de la sécurité à la frontière du Cameroun et de la Guinée équatoriale, et titre sur la préoccupation du président de la République du Cameroun, Théodoro Obiang Nguema. La Voix du Centre, pour sa part, nous propose la série d'articles sur l'élection à venir au sein du groupement interpatronal du Cameroun, et le cas de Alain Blaise Batonga est à lire en une de ce journal. Éco Matin titre sur la mairie de Douala et dresse le bilan des 100 premiers jours de Mbassadine. L'information et l'article qui est à lire en une de ce tabloïd. Prospective Nouvelle parle de l'avant-projet de code des personnes et de la famille. Le rejet de l'homosexualité est également le sujet qui est à lire en une de ce journal. L'équation titre sur la diplomatie. Christopher Guilou recadre ses détracteurs. L'information est à lire en une de ce journal. Sans détour, pour sa part, titre en une sur la communication présidentielle et revient sur ce contrat de 150 millions de francs CFA qui fait jaser et tout dit. Le Dépendant, pour sa part, parle d'une communication présidentielle et parle de milliards qui seraient aujourd'hui l'objet de vives critiques. Le Zénith titre sur l'affaire du capitaine Bouba Simala. Quelques magistrats ont été accusés de corruption selon l'article qui est à lire en une de ce journal. La succession au sommet de l'État est le sujet qui est à lire en une du journal. Le quotidien Émergence. Les nordistes en ordre de bataille. Les déclarations de Baïro Fadil mettent le feu aux poudres selon l'information qui est à lire en une de ce journal. Défi actuel, pour certains, titre sur la situation de l'électricité au Cameroun. La querelle autour de la facturation est le sujet qui est à lire en une de ce tabloïd. Avenir, pour sa part, en pied une, nous parle de conspiration à grande échelle. Le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications fait face donc à un complot cannibale, selon l'article qui est à lire en pied une de ce journal. Mais Yomé Saleh 2, pour sa part, parle des priorités du président de la République du Cameroun, Paul Biya, dans les efforts sans cesse pour booster le secteur agricole au Cameroun, se heurte désormais à la mauvaise gestion du FODEC, une structure dédiée à la gestion de ce secteur de l'agriculture mamelle nourricière du Cameroun, qui s'émeurt, selon l'information qui est à lire en une de ce journal. La primaire de l'info plus, pour sa part, titre sur le haut commandement territorial et nous propose à lire en grande une tous ces ethnies à faire valoir leurs droits à la retraite. Ladies News choisit de revenir sur ce nouveau geste de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui a offert un don important au ministère en charge de l'enseignement secondaire. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. Panel Hebdo, pour sa part, parle de cette reconnaissance de Françoise Pouenet, qui a été nommée ambassadrice du concept gouvernemental Young Youth Connect. C'est une information qui est à lire en grande une de ce
journal. L'économie du Cameroun, titre sur l'espace portuaire, comment le controversé ICTSI est arrivé au port de Kribi. C'est une enquête qui est menée à lire dans les colonnes de ce journal. Dans Louis Onana, intégration, titre pour sa part sur la bataille, sur le bataillon d'intervention rapide, ce corps d'élite de l'armée du Cameroun, un article qui est à lire en grande une de ce journal. Pour le repère qui paraîtra ce lundi, la militarisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est le sujet qui est à lire en une. La énième hérésie de Camto, c'est l'information qui est à lire en page 2 de ce journal. Zéro horizon d'expression anglaise revient sur le plan Marshall de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et revient sur la déclaration de Bamenda après la rencontre qui a eu lieu entre les élites de cette localité et Paul Tazan, chargé donc de coordonner ce plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Qu'en est-il finalement de la France-Afrique? Le Parisien nous en parle dans ses colonnes ce matin et propose de revenir sur la coopération entre le Cameroun et la France en grande une. C'est d'ailleurs à travers la une de ce tabloïd que nous mettons donc un terme définitif à cette livraison de votre émission d'entretien à bâton rompu ce soir. La ligne rouge, on recevait le professeur Jean-Claude Sandatomé, qui est le président national du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. Merci d'être venu et merci d'avoir honoré par votre présence cette émission ce soir. Merci également. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. S'il plaît à Dieu, bien le bonsoir.